Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors chose promise, chose due, ça fait un moment que j'en parle sur les réseaux en vous annonçant que voilà, je prépare un voire 2 épisodes au sujet de la prêtrise. Et bien me voici avec un premier volet, donc il y en aura par conséquent un second. Et on va commencer aujourd'hui par quelque chose d'assez général en fait, un certain nombre de réflexions que j'ai déjà pu amorcer sur Instagram dans un de mes derniers posts. Mais j'avais vraiment envie de prendre la parole un peu plus longuement sur ce sujet de la prêtrise pour partager ma vision. Alors, qui, je le précise, disclaimer, n'a pas valeur d'être la seule et unique vérité, bien évidemment. C'est ma façon de percevoir et de vivre la prêtrise. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'aborder plus longuement le sujet de la prêtrise qui fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est très en vogue. On le voit beaucoup sur les réseaux, en tout cas beaucoup dans une certaine niche et dans une certaine sphère en tout cas. Et c'est à la fois un sujet qui est très controversé parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques, beaucoup de désinformation, de préjugés, mais c'est aussi quelque chose qui est énormément fantasmé. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de faire entendre ma voix là-dessus. Alors, c'est vrai que pour contextualiser un petit peu la chose par rapport à cette question de prêtrise moderne, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire que dans les anciens cultes antiques et dans les cultes qu'on appelle aussi les cultes païens, il y avait de nombreux prêtres et prêtresses, mais depuis l'avènement du christianisme, en tout cas dans sa version je dirais catholique et institutionnelle, la prêtrise est devenue l'apanage des hommes et on a confisqué aux femmes leur droit d'exercer une fonction sacerdotale, alors que très clairement depuis la nuit des temps, elles ont été dans de nombreuses cultures les intermédiaires privilégiés chargés de maintenir ce lien entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. Donc tout le monde a en tête bien évidemment ces femmes oracles, ces prêtresses, ces pythis qui ont été éradiquées, anéanties. Elles ont tenté de survivre à travers des figures comme les guérisseuses, les druidesses, les sorcières, les chamanesses ou les chamanes, je ne sais jamais trop comment on dit. Mais en tout cas, voilà, toutes ces femmes ont été elles aussi persécutées à travers les âges, brûlées, torturées, elles ont dû se cacher. Et aujourd'hui, alors depuis je dirais une quinzaine d'années à peu près, on assiste à la résurgence progressive, massive de ces fonctions à travers les nouvelles spiritualités. Et moi, il me semble qu'un des défis majeurs de la prêtrise actuelle, et pas des moindres, et c'est ce que j'ai abordé dans mon dernier post, c'est de réussir pour la prêtrise moderne à s'adapter à nos vies actuelles, trépidantes, déconnectantes, ça n'existe pas, mais j'invente le mot. Donc c'est vraiment de réussir à s'adapter et à tenir ensemble en fait ce fil de la tradition dans laquelle la prêtrise peut s'inscrire et
et arriver à jongler en fait avec des vies quotidiennes faites de contraintes, d'impératifs, d'impondérables. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus de temples tels qu'on les a connus autrefois. Nos temples sont des temples en ligne, des temples virtuels, même s'il y a aussi des espaces de retrouvailles et de célébration, de transmission qui se font aussi dans le vrai, dans la vraie vie, en présentiel. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je disais dans mon post, c'est un peu le dieu internet aujourd'hui qui nous réunit. Et alors c'est génial pour plein d'aspects, parce que si ça n'existait pas, ça serait vraiment compliqué pour nous. Donc c'est vraiment un formidable outil, mais c'est aussi voilà, quelque chose qui nous fait vivre un certain nombre de projections à travers nos écrans et qui, comme je le disais au début, peut nous faire aussi projeter et fantasmer un certain nombre de choses. Alors, à mon sens, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est que on parle donc de la prêtrise, mais pour moi, c'est plutôt des prêtrises dont il faudrait parler. Parce que, à mon sens, il y a autant de façons de la vivre et de la transmettre qu'il y a de prêtresses, de prêtres, d'initiés en tout cas. Et je pense que c'est une des choses qui gêne aussi beaucoup les traditionalistes, les conservateurs et autres puristes, c'est que cette multiplicité des prêtrises donc échappe à tout contrôle d'une certaine manière. Alors pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment, parce que je pense que c'est aussi un phénomène qui est en cours de structuration, qui est en cours de stabilisation, et que il y a forcément, comme dans tout processus, des ratés, entre guillemets, et que voilà, tout n'est jamais parfait là-dedans, et qu'on est en train aussi de nettoyer la prêtrise ou les prêtrises d'un certain nombre de scories, d'un certain nombre de travers qui ont pu mener aussi certains aspects de la prêtrise traditionnelle, religieuse, dans des écueils, dans des impasses. Et je pense que, voilà, fort de cette expérience et de cette histoire-là, on essaye aussi de ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et c'est pas toujours évident. Donc pour revenir à cette idée de pluralité dans la prêtrise, ou donc des prêtrises, c'est que déjà il y a aujourd'hui tellement de voies possibles à suivre, tellement de possibilités qui nous sont offertes. Et comme je le disais dans mon post, moi je pense que ce n'est pas nous qui choisissons la voie, mais c'est la voie qui nous choisit. Donc généralement, rentrer en prêtrise, c'est parce qu'on entend l'appel d'un panthéon en particulier ou d'une divinité particulière. Et ça ne nous laisse pas vraiment le choix, en règle générale. Donc on va trouver, voilà, des prêtrises celtiques, druidiques, gréco-romaines, isiaques ou gréco-égyptiennes. Et puis, au milieu de tout ça, il y a la prêtrise de la rose, qui est cette voie sur laquelle je chemine, et dont je reparlerai beaucoup plus en détail au niveau de ses caractéristiques dans le deuxième volet. Mais voilà, il y a quand même cette pluralité, multiplicité de voies. Et je pense que la première chose, c'est vraiment de comprendre et de sentir que c'est un appel qui nous est lancé du plus profond de notre être vers une voie, vers une tradition en particulier. Et que ce n'est pas vraiment un choix conscient où on se lève un matin, où on se dit tiens, allez, je vais m'engager dans une prêtrise, je sais pas, à Athéna ou à Cernunnos, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment un appel, quoi. Il y a vraiment une évidence, il y a quelque chose d'irrépressible qui nous fait nous engager dans telle ou telle voie. Alors, un des autres défis aussi, je trouve, de la prêtrise actuelle, c'est la tentative de faire communauté, de régénérer en fait cette notion de communauté et de la nettoyer de toutes les scories
New Age ou un peu gouroutisante et de restaurer quelque chose qui relève, je trouve, d'une horizontalité saine. Il y a quelque chose en ce sens qui émerge de très caractéristique en fait de ce qu'on nomme aussi l'ère du Verseau et qui fait en sorte de permettre aux individualités de se construire, de se structurer, de s'affirmer au sein d'une communauté, mais aussi de s'épanouir dans une dynamique de contribution qui puisse trouver un équilibre entre les besoins intimes et personnels de chacun et des besoins du groupe en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi très caractéristique de ceux qui occupent, enfin moi je sais que ça m'occupe énormément au sein de ma communauté qui est vraiment en cours de construction, qui n'a même pas 2 ans d'âge, donc on est vraiment une toute jeune communauté en élaboration, mais ça c'est vraiment un truc auquel moi personnellement je tiens énormément, c'est voilà, d'arriver à trouver cet équilibre, de permettre vraiment l'éclosion et l'expression de chacune des individualités dans une dynamique communautaire qui soit nourrissante et porteuse. Donc autant dire que tout ça n'est pas du tout aisé, que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'observation de soi, beaucoup de vigilance, beaucoup de conscience aussi de soi. C'est pour ça que tout le parcours initiatique, tout le cadre initiatique est aussi là, parce que on a vite fait de se retrouver dans des jeux de pouvoir ou des confrontations d'ego ou dans des projections. Encore une fois, je réitère cet écueil-là, mais c'est vrai que c'est un des écueils majeurs. C'est que la communauté, ça peut être un truc formidable, ça peut être un truc hyper porteur et soutenant, mais ça peut être aussi le lieu ça peut être la foire d'empoigne. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que le cadre initiatique, le cheminement, il est long, il est profond, et qu'il est là aussi pour permettre à chacun, à chacune de prendre en charge son bazar intérieur, son foutoir intérieur, de manière à ne pas le vomir au centre de la communauté et en mode voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc il y a vraiment tout un processus de responsabilisation de soi, de maîtrise de soi pour faire vivre la communauté, pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit efficiente, opérative, et qu'elle puisse être porteuse par la suite de projets, de propositions aussi en direction du public, en dehors du temple, parce qu'il y a la communauté dans le temple, mais il y a la communauté aussi à l'extérieur du temple et son rayonnement. En tout cas, moi, c'est mon ambition et mon aspiration, c'est qu'à un moment donné, on soit suffisamment solide et construit et à l'aise pour pouvoir porter la voix de la communauté en dehors du temple. Donc moi, personnellement, je crois beaucoup à cette notion d'autonomie et de coopération, donc qui est vraiment une dialectique, un dialogue qui est un exercice d'équilibriste, que de tenir ensemble ces deux aspects. Mais c'est ça en fait que me fait vraiment développer la prêtrise et le mentorat, en tout cas dans ma manière de construire pierre après pierre cette communauté initiatique, c'est vraiment d'arriver à trouver cet équilibre. Un autre aspect aussi de la prêtrise telle que je la vis et telle que je la transmets, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, la prêtrise moderne, elle doit se régénérer à travers le nouveau rôle, le nouveau positionnement du prêtre ou de la prêtresse moderne, qui n'est plus de s'arroger l'exclusivité de la relation avec Dieu ou avec les dieux, mais qui est plutôt de permettre et favoriser la rencontre avec le divin pour toute personne qui fera appel à lui ou à elle dans l'intime de son cœur. Et en fait, pour moi, vraiment, le rôle de la prêtrise moderne et de ses représentants, de ses représentantes, c'est de retisser cette alliance intérieure, personnelle, pour chacun,
de restaurer la communication spécifique selon les canaux de chaque personne et vraiment d'être cette personne soutenante et facilitatrice qui va aider celles et ceux qui se sentent à nouveau appelés vers le sacré à retrouver le chemin. Donc c'est vraiment des guides qui ne vont pas faire la communication et l'intermédiaire à la place de quelqu'un, mais qui va permettre à la personne de retrouver comment on y parvient, comment on y accède. Et ça pour moi c'est vraiment un des piliers fondamentaux de la manière dont je vois et je vis les choses. Et puis comme je le disais, on est là pour être donc des gardiens, des gardiennes de la flamme du sacré dans nos sociétés modernes et Dieu sait que, voilà, vu nos vies, le rythme de nos vies quotidiennes, c'est un énorme défi. Déjà pour nous, moi je sais que c'est un vrai sujet au sein de ma communauté pour voilà, les futures prêtresses et le futur gardien, puisqu'on a un homme dans la communauté. C'est vraiment un sujet très brûlant, je dirais, parce que ça revient régulièrement sur le tapis, cette nécessité de devoir faire de la place et de devoir se battre, entre guillemets, pour faire de la place à notre engagement spirituel dans nos vies quotidiennes. C'est vraiment pas évident. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc qui est très nouveau et qui est un enjeu spécifique de la prêtrise actuelle. On n'avait pas ces problèmes-là avant. Parce qu'on a des jobs, on a des familles, on a des factures à payer, on a des préoccupations entre guillemets bassement matérielles qui n'existaient pas par le passé parce que quand on entrait en prêtrise, on se retrouvait dans le cocon d'un temple ou d'un monastère, on était logé, nourri, blanchi, même si on participait bien évidemment à la vie de la communauté à travers des travaux, à travers voilà, la confection des repas, etc. Il y avait toute une vie quotidienne là aussi, mais elle était quand même rythmée par les prières, par les rituels, par les dévotions. Et aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça, enfin en tout cas de moins en moins. Et c'est ce qui fait qu'on a énormément de choses à réinventer et à ajuster en permanence. Il y a aussi un autre aspect, moi, qui me paraît hyper délicat dans la fonction et le rôle du prêtre ou de la prêtresse aujourd'hui. C'est la question du positionnement et de la posture, qui pour moi sont deux choses que je distingue. Le positionnement, c'est comment est-ce que chaque prêtresse, par exemple, chaque gardien de la tradition va se positionner par rapport à des thématiques d'évolution de la société, qui sont des thématiques qui viennent nous percuter dans nos vies quotidiennes, là encore. C'est la question de comment est-ce qu'on se positionne dans le monde et par rapport au monde. Est-ce que on doit prendre parti, par exemple, politiquement? Est-ce qu'on doit s'impliquer dans les affaires de la cité? Est-ce qu'on doit exprimer qu'on est pour ceci ou contre cela? Est-ce que c'est bien notre rôle? Alors ça, c'est vraiment une question que je pose. Moi, personnellement, j'ai fait un choix qui est de ne pas m'exprimer publiquement sur mes réseaux, en tout cas à propos de mes opinions politiques, et surtout de ne jamais réagir à chaud à l'actualité. Bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec une forme d'indifférence, pas du tout. Ça ne m'empêche absolument pas d'avoir mes idées et mes convictions et ma façon de vivre au quotidien par rapport à ça. Mais je m'efforce toujours, justement parce que je vis cette fonction de prêtresse. Moi, j'ai fait ce choix, et c'est mon positionnement, de toujours faire ce pas de côté et de ne pas prendre part à l'agitation extérieure et publique. Voilà, c'est un choix que j'assume et que je n'impose pas aux autres membres de ma communauté, mais que bien évidemment, je porte au milieu de notre temple ce genre de questions-là, et ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit de manière récurrente,
sur lesquels on s'interroge et à partir desquels chacun va devoir forger, construire son propre positionnement selon ses valeurs, selon ses croyances, selon la manière dont il ou elle a envie de vivre les choses. Donc moi, voilà, j'ai clairement décidé de ne pas prendre d'engagement politique ni de faire un quelconque activisme au sein de voilà, ma vie publique, on va dire. Moi, mon engagement, il est plutôt dans le fait d'initier des femmes et des hommes à la prêtrise de la rose. Il est dans le fait de porter au quotidien un message christique, des valeurs christiques qui soient dépolluées des mensonges et des distorsions qui l'ont entaché pendant des siècles. Mon engagement, il est dans le fait de œuvrer au quotidien à réhabiliter la dimension sacrée du corps, de la sexualité des femmes et des hommes. Et voilà, il me semble que c'est déjà pas mal. Et puis, donc, il y a le positionnement, là, donc d'un côté, ce positionnement par rapport à la vie publique et à nos opinions, qui, moi, me semblent, voilà, pas nécessairement opportun quand on est dans cette fonction, mais ce n'est que mon homme la vie. Et puis, il y a la posture. La posture, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est d'incarner son message. C'est d'incarner au plus proche, parce qu'on n'est pas parfait et que, voilà, parfois il y a des ratés et on est des êtres humains et on fait bien ce qu'on peut avec qui on est. Mais il y a une exigence due à la fonction, pour moi, de prêtresse ou de prêtre, d'exemplarité. Il y a une exigence de rectitude, une exigence de rester le plus possible aligné entre nos paroles et nos actes. Alors cette exigence et cette rectitude dans la posture quotidienne, privée et publique, parce que c'est pas juste une façade, c'est quelque chose qui se vit et qui se respire dans nos cellules à chaque instant. Bien sûr, cette exigence, elle ne doit pas nous faire oublier une certaine forme de souplesse, d'adaptabilité, de douceur envers soi-même. C'est pas un truc où on va se flageller, où on va se culpabiliser, et Dieu sait que je me bats contre ça. Déjà pour moi-même, et puis voilà, dans mes espaces de transmission initiatique aussi, où on est justement là pour sortir du paradigme souffrant et mortifère de la culpabilité, de l'ascétisme, vraiment, oui, mortifère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai à cœur de transmettre dans ce cursus d'initiation. C'est cette notion de quelle est ma posture, quelles sont les valeurs qui la fondent et comment est-ce que je l'incarne au quotidien, cette fonction de prêtre ou de prêtresse. Voilà. Parce que ça fait partie de l'engagement, en tout cas, à mon sens. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me paraît être très important dans la manière de vivre la prêtrise moderne aujourd'hui, c'est le fait d'honorer et de respecter la lignée de transmission. Parce que oui, on est dans une société moderne, mais tout ça ne sort pas du chapeau. On est enseigné, on est initié, on est malaxé, on est pétri par des maîtres, des mentors dans le subtil et l'invisible, bien évidemment, mais dans les mondes spirituels, mais on est aussi enseigné, pétri par des maîtres et des mentors dans le visible et dans la matière. Et ça, pour moi, ça contribue à perpétuer le fil rouge de la tradition vivante, d'un enseignement et d'une initiation qui, encore une fois, ne se trouve pas dans les livres, mais dans le vécu et dans la transmission orale, dans la vibration
dans l'atmosphère en fait qu'on va saisir d'un enseignant ou d'une enseignante, d'un mentor ou d'une mentor. Et moi, je remercie encore tous les jours ma mentor Laetitia qui m'a beaucoup appris, qui m'a énormément transmis. Ça a été vraiment un cheminement très profond et très très inspirant de marcher à côté d'elle. Et puis ensuite, il m'a fallu bien évidemment, entre guillemets, couper le cordon symbolique pour trouver mon style, ma façon d'être, ma façon moi aussi de transmettre et de mentorer, et donc de ne pas me cloner, de ne pas essayer de faire nécessairement comme elle, mais de m'inspirer de ce qu'elle a pu me transmettre pour l'incorporer, pour me l'approprier, pour l'amalgamer d'une certaine manière à mon essence, à qui je suis, moi, à ma façon d'être prêtresse aujourd'hui. Et là, du coup, j'ai une transition toute trouvée pour soulever un autre point, c'est que moi, j'assimile beaucoup la prêtrise à un parcours d'individuation spirituelle, d'individuation de type jungien. C'est-à-dire que la prêtrise, c'est une manière de cheminer vers son cœur spirituel, vers son essence spirituelle. Et c'est vrai que dans notre jargon, entre nous, on parle beaucoup et c'est ce que je dis beaucoup à mes futurs initiés, je leur dis, voilà, vous allez devoir trouver votre couleur. Et je parle aussi beaucoup en termes olfactifs, je parle aussi beaucoup de parfum. Quel est ton parfum? Quel est le parfum de ton âme, de ton essence? Et de quelle manière il va t'être révélé? De quelle manière est-ce que tu vas le mettre au service du divin et au service de tes frères et sœurs humains? Donc c'est vraiment un parcours d'individuation spirituelle qui doit nous faire là aussi articuler unicité et le cadre d'une fonction. C'est-à-dire que ce parcours d'individuation, il va aussi nous permettre de nous inscrire dans une tradition, de nous inscrire dans une fonction sacerdotale précise, parce qu'il y a des fonctions au sein de la prêtrise, il y a des sous-catégories, je dirais. C'est-à-dire que, encore une fois, là aussi, on n'est pas là pour former des clones, on n'est pas là pour faire tous et toutes la même chose, mais il va y avoir des prêtresses qui vont être par exemple avec des fonctions de ritualistes. Il y a des prêtresses qui vont révéler une fonction oraculaire, d'autres une fonction artistique, d'autres qui vont être des enseignantes, d'autres des guérisseuses. Donc toutes ces fonctions-là, elles nous sont révélées au fur et à mesure du parcours et elles doivent venir se teinter de notre propre parfum, de notre propre couleur qui nous appartient, qui nous est personnelle, qui est quelque chose d'intime et qui n'est pas duplicable, qui n'est pas reproductible. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager déjà en guise de, je ne sais pas si c'est d'introduction parce qu'on est déjà allé aussi en profondeur sur pas mal de points, mais moi pour terminer ce que j'aimerais dire, c'est que à travers ce que je vis au quotidien dans ma prêtrise et dans mes espaces de transmission, c'est que j'ai vraiment eu une ambition très forte, c'est que j'ai vraiment envie de faire connaître cette fonction. Et c'est pour ça que j'avais envie de prendre la parole à ce sujet, ici sur le podcast. J'ai vraiment cette ambition-là et surtout, moi ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on puisse dire aussi naturellement que salut, je suis boulanger, je suis pharmacien, ou prof ou infirmière. Et j'espère qu'un jour, on pourra dire, ouais, moi je suis prêtresse. Et que ça ne fasse pas sursauter personne en fait, que personne ne s'en offusque, que personne ne s'en choque, que personne ne soit là à se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais quel est cet ovni? Donc voilà, je sais qu'on a encore beaucoup de boulot avant d'arriver à ça, mais j'espère qu'un jour on y parviendra. En tout cas, voilà, c'est mon souhait.
Écoutez, voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui à ce sujet. On se retrouve dans le prochain épisode qui parlera encore une fois de prêtrise, mais cette fois-ci je vais aborder la prêtrise de la rose de manière plus spécifique, voilà comment moi je vis la prêtrise de la rose, quelles sont ses caractéristiques, et puis je reviendrai aussi sur mon parcours personnel, voilà, pour vous dévoiler un petit peu les différentes étapes qui se sont présentées sur le chemin. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas bien sûr de le noter avantageusement sur toutes les plateformes de diffusion, de le partager à toutes les personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Et puis écoutez, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.